Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue Nicolas Pazetti, au micro de Trouver sa voie. Merci pour l'invitation Alban. Aujourd'hui, on va parler de mobilité interne, de comment gérer une carrière au sein d'une même boîte, d'une même entité. La raison est simple, c'est que souvent, on a tendance à vouloir tout remettre en question quand on se pose des questions pro, quand on est arrivé parfois dans une forme d'impasse. C'est parfois plus facile de tout plaquer et d'avoir l'impression que de repartir de zéro, ce sera mieux. Et moi, je crois que c'est pas idiot et c'est même plus malin de commencer par réfléchir à ce qu'on a déjà à portée de main. Et c'était d'ailleurs un peu la thématique de la semaine dernière avec Marie, qui nous disait garde un pied dans ton cerceau puis mets-en un dans un autre cerceau plutôt que de faire un grand saut dans le vide. Ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Et Nicolas Pazetti est expert de ce sujet-là, entre autres. Il est influenceur RH sur LinkedIn, sur pas mal de plateformes. Son nom de scène, c'est le barbu qui parle RH. On s'est rencontrés grâce à Gladys Ramet, qui est passée au micro de ce podcast il y a quelques mois. Merci Gladys, c'était une belle rencontre. Et peut-être pour finir cette intro, merci comme d'habitude de votre soutien sur le podcast. Merci pour tous vos commentaires sur Spotify. Il y a un feature qui va bientôt arriver, qui va être trop cool. C'est qu'on va enfin pouvoir échanger. Je vais pouvoir vous répondre. Parce que parfois, vous posez des questions, il n'y a pas de bouton pour vous répondre. Donc, c'est difficile d'échanger avec vous, la communauté. Et j'ai hâte de pouvoir le faire parce que c'est très frustrant de ne pas pouvoir vous répondre et de ne pas pouvoir être dans un échange avec vous pour améliorer le podcast. Voilà, c'est tout pour l'intro. Peut-être un tout dernier point, c'est sur le tuto du jour qui sera enregistré cet après-midi. Et ce sera un petit hack pour trouver du temps. Comment est-ce qu'on peut trouver du temps quand on n'a pas de temps et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, quand on n'est plus à l'aise dans son job et qu'on a besoin d'avancer et qu'on a juste 0 minute dispo dans sa semaine, mais qu'il faut quand même avancer. Voilà, je partagerai un petit hack qui me plaît, qui permet de libérer du temps de façon assez naturelle. Mais voilà, j'en ai déjà trop dit. Nicolas, je te laisse le micro. Bienvenue encore sur Trouver sa voie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Merci Alban pour l'invitation et merci Gladys pour la mise en relation, effectivement. C'est trop cool. Écoute, moi, en quelques mots, je suis Nicolas. Ça fait presque une vingtaine d'années que je travaille dans le monde des RH. J'ai commencé dans le monde des médias et ensuite j'ai monté mon agence de communication RH qui s'appelle E-Team, qui a une douzaine d'années. On accompagne les entreprises sur tout ce qui est au départ méthodologie de recrutement, après marketing RH, après grosse marketing RH, communication, marque employeur, création de contenu, ainsi de suite. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait chez E-Team depuis une douzaine d'années. Et depuis un peu moins de 2 ans maintenant, je pilote une startup spécialisée dans l'intelligence artificielle qui développe un produit qui s'appelle Hawk, qui est un outil qui accompagne les entreprises et les RH dans tout ce qui est travail de la mobilité interne. Justement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Développement des compétences des collaborateurs et stratégique workforce planning, qui inclut un peu tout ça au sein de la fameuse GE2P, qui est la nouvelle GPE aussi aujourd'hui, qui contribue au développement des collaborateurs au sein du développement de l'entreprise. Et vraiment, l'objectif pour moi profond à travers tout ça, c'est d'essayer de faire bouger un peu les choses, à un humble niveau, petit niveau, mais d'essayer de faire bouger les choses en termes de ressources humaines. Pourquoi? Parce que je reste persuadé que c'est le genre de choses qui va faire bouger la société dans sa globalité. Tu vois, le fait de faire travailler les sociétés sur plein d'aspects différents, ça peut faire bouger la société au global parce que les sociétés sont quand même un super bon levier pour faire avancer les choses. Et en partie, en grosse partie, dans le côté bien-être. Parce qu'on a l'impression que le bien-être, la QVT dans les entreprises, ça joue uniquement sur le côté entreprise, mais non, ça joue sur la globalité en fait de la société. Une personne qui se sent bien dans son job, généralement, elle se sent bien chez elle. De la même manière qu'une personne qu'on accompagne dans sa mobilité, qu'elle soit interne ou externe, c'est une personne qui est censée se sentir bien dans son job, donc qui est censée se sentir bien à côté. Donc il y a tout un pan d'information, d'éducation et de changement de paradigme qui vont être induits pour moi en partie par les sociétés, qui est assez important. Et c'est à ça qu'on essaie de contribuer très modestement, essayer de faire en sorte de... Il y a du bruit, c'est ça? C'est quoi le bruit?
Ouais. Ah, donc, ouais, attends, je vais couper le micro. C'est bon, je te laisse continuer. Non, mais c'était bien, mais j'avais l'impression d'être sur une piste comment dire, de F1. Je te jure, à un instant, j'ai fait truc de ouf. Et, C'est bon, c'est réglé. et donc, je te disais, ouais, à notre modeste niveau, essayer de contribuer à ça, pour essayer de faire avancer les choses. C'est un peu le mindset et c'est un peu la volonté. Et donc, c'est pour ça que je suis très content d'en parler aujourd'hui, parce que plus on parlera de tous ces sujets, là, on parle de mobilité interne, mais on peut parler de, comment dire, de QVT, on peut parler de RSE, on peut parler d'inclusion, on peut parler de toutes ces choses-là. Plus on parlera de tous ces sujets, plus ben, on fera se rendre compte aux gens concernés qu'il y a des choses à faire, et on fera se rendre compte aux entreprises qu'il faut faire des choses. Donc voilà. Ben, on est un peu confrères d'ailleurs, hein, parce que tu travailles auprès des entreprises pour amener des modèles de gestion de carrière long terme, avec une sorte de d'identité du collaborateur qui va et puis à mieux se connaître. Ça va être quelque chose qui va le suivre et qui va pouvoir travailler au long cours si les souvenirs sont bons. C'est aussi Tout à quelque fait. chose que je propose moi sous forme de one shot, de dire à des entreprises, bah, confiez-moi une personne ou une équipe et je vais les aider à avoir une sorte de manuel d'utilisation de leur évolution pro en one shot, de deux choses assez complémentaires, ce qui fait que j'avais trouvé ça intéressant quand on avait discuté. Tu avais une vision, on est un peu hors sujet, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Tu avais une vision assez inspirante, je trouve, pour l'avenir là-dessus. Je sais pas si mes souvenirs sont bons, mais tu parlais au fond de une sorte de dossier qui pourrait nous suivre toute notre carrière, un peu comme un passeport biométrique, mais de nos compétences, de nos appétences, de notre carrière. Et qu'à terme, tu vois le monde un peu comme ça, le monde du travail, en disant, bah, d'une boîte à l'autre, ça nous suit, quoi. Ouais, en fait, tout le sujet pour moi, c'est le côté la pertinence de la donnée. En fait, tout le sujet pour nous, c'est la donnée. C'est le sujet au sein de Hawk, en fait, c'est d'utiliser la donnée pour mettre en avant le collaborateur dans son entièreté et s'enlever toute la partie biais, être vraiment le plus objectif possible, le plus factuel possible et amener à la plus grande complémentarité. Parce qu'on sait que ce qui fait avancer les entreprises, c'est la complémentarité entre les éléments d'une équipe ou d'une boîte, ça, c'est la première chose. Et donc la complémentarité, elle fait quoi? Elle fait deux choses. Elle contribue non seulement à la productivité, au bon développement, mais elle contribue au bien-être des collaborateurs qui contribuent lui-même à la productivité et au développement. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir à faire cette complémentarité, il faut qu'on puisse vraiment très bien connaître les collaboratrices et les collaborateurs et donc savoir tout ce qu'ils ont fait dans le passé, tout ce qu'ils font dans le présent, tout ce qu'ils représentent en tant que tel. Et c'est toujours assez compliqué parce que quand un collaborateur passe d'une boîte à une autre, en fait, on n'a qu'un petit pan de cette partie-là. Et il faut qu'on récupère tout au fil du temps, ou il faut qu'on comprenne ce qu'il a fait, faire la prise de rêve, faire toutes ces choses-là. Enfin, c'est toujours très difficile, en fait. Que ça soit d'un point de vue soft skills, d'un point de vue dire, environnemental global, attendu collab, c'est très compliqué, mais ça, de toute façon, c'est très compliqué à transmettre. Et d'un point de vue compétence et évolution, ça l'est aussi et ça devrait pas l'être. Et ce dont on avait parlé, c'était qu'on voit et ce qu'on imagine grâce à la blockchain, le fait que, en gros, demain, tu as un profil numérique qui soit intégré à la blockchain et du coup, qui s'enrichisse au fil du temps à travers les différentes expériences des collaboratrices et des collaborateurs et qui soit validé, en fait, par ces expériences. Et ça serait hyper intéressant parce que non seulement ça éviterait d'avoir une perte d'informations, ça éviterait d'avoir de la suspicion, toutes ces choses-là et tout qui existent, des biais classiques, en fait, des RH. Et ça permettrait surtout d'avoir une data assez exhaustive sur les collaboratrices et les collaborateurs, et donc de fait de pouvoir leur proposer des choses que eux-mêmes ou elles-mêmes n'auraient pas pensé avoir. Parce que souvent, en fait, quand on se présente dans une entreprise ou quand on est dans une boîte, on va se présenter avec un angle d'approche, avec une vue, et on va mettre en avant toute cette vue-là. Mais peut-être qu'on n'a pas toute la connaissance de ce que toute la boîte propose, et donc on met pas en avant telle ou telle compétence, telle ou telle chose qui pourrait nous permettre un parcours de carrière un peu différencié. Et donc ça, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça te donne une data exhaustive, et cette data exhaustive, si on a des outils pour pouvoir un petit peu l'extraire et l'analyser, eh ben on peut tout de suite faire des matchs de ouf, quoi. Tu vois, clairement, c'est vraiment des matchs de ouf. C'est un peu comme si, tu vois, on prend souvent le parallèle dans le recrutement entre les rencontres amoureuses et le recrutement, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme si tu avais un Tinder de ouf qui prenait, qui prenait l'ensemble de la vie amoureuse et personnelle de la personne, tu vois, tout l'ensemble, en fait, tout son vécu, et qui puisse matcher avec ça. Mais généralement, en fait, ce que tu prends dans ce type d'appli, c'est que tu prends la vie à un instant T.
La vie à un instant T, elle n'est pas représentative de l'entièreté de la personne. Donc ton match, il va être à un instant T, mais c'est ce qui fera que ça ne fonctionnera pas forcément dans la durée. Si tu prenais toute la vie de la personne et que tu essayais de la faire matcher avec d'autres, là, pour le coup, tu aurais une rencontre qui serait beaucoup plus solide et beaucoup plus durable, tu vois. C'est la même chose, en fait. Ouais, mais En c'est tous les moi cas, je laisse, trouve ça. Ouais, pardon. je te disais, on l'espère, on l'imagine comme ça. Et Non, mais je l'avenir trouve nous ça le dira. super intéressant et sans parler de l'enfance qui pèse énormément après sur les choix qu'on va faire dans notre vie d'adulte, sans parler de et comme tu dis, il y a une sorte de plafond de verre, hein. On part de nos compétences évidentes, on essaie de transposer ça et en fait, je pense en t'écoutant, il y a deux énormes freins côté collaborateur, hein. On essaie de parler ici à des auditeurs qui sont plutôt collaborateurs que RH, même s'il y a les deux. Pour moi, il y a deux freins dont tu parles qui est énorme, hein. C'est, je ne peux pas postuler à ce que je ne conçois pas. Et en fait, on conçoit pas grand chose. On est tout petit et on connaît rien. Et donc, du coup, on a un chakra, c'est peu ouvert, un plafond de verre très bas, tous. C'est bien dommage. Et le deuxième point, tu l'as pas mentionné, mais en t'écoutant, ça me paraît important, c'est qu'on a tendance à gommer nos imperfections parce que dans un écosystème donné, on va avoir des qualités qui sont vues comme des défauts, genre de l'introversion ou de la sensibilité ou le fait d'être bordélique, mais du coup très créatif. Euh, et en fait, ça, dans une autre équipe, bah, il y en a qui vont chercher cette complémentarité et ce serait un truc de ouf de l'avoir. Et en fait, on va avoir tendance à cacher ça parce qu'on se dit, bah non, là où je suis, c'est mal vu, ça sert à rien, donc je le cache. Et ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Ça permet d'être honnête, quoi. Mais en fait, tu fais le parallèle. L'honnêteté, elle est nécessaire partout et tout le temps parce qu'elle est néfaste pour tout le monde, en fait. Tu sais, on a souvent tendance à dire aux entreprises, soyez honnêtes parce que si vous n'êtes pas honnête dans votre communication et dans ce que vous proposez, vous allez avoir un turnover qui va augmenter. Ce qui est naturel, tu vois, t'as gavé d'entreprises qui essayent d'être attractives et qui, du coup, mettent en avant plein de choses. Elles sont pas forcément toujours malhonnêtes, mais elles enjolivent un petit peu la vérité et du coup, elles attirent comme ça les gens. Sauf que les gens, quand ils arrivent, ils se disent, c'est c'est pas ça, c'est pas la réalité, tu vois. Donc, ça marche pas. Donc, non seulement ça sert pas pour les candidats, mais ça sert pas pour les collaborateurs, parce que les collaborateurs qui sont à l'intérieur, qui voient l'entreprise communiquer sur des sujets d'une manière Ouais. un petit peu enjolivée, tu vois, ça fonctionne pas. C'est exactement la même chose du côté candidat. Le problème, c'est que si jamais tu es malhonnête, entre guillemets, ou que tu enjolives certaines choses, mais tu vas te retrouver dans un écosystème qui, in fine, va pas te correspondre. Donc, c'est-à-dire que pour toi et pour l'entreprise, c'est néfaste, comme du côté de l'entreprise, pour le candidat et pour l'entreprise, c'est néfaste, tu vois. Donc, il faut absolument éviter tout ça. Encore une fois, refais le parallèle. Et franchement, côté RH et côté entreprise, il y a vraiment énormément de parallèles sur les relations humaines et sur les relations amoureuses. C'est réellement ça. Si jamais tu mens à ta partenaire quand tu la rencontres pour la première fois, il y a un moment donné, ça va clasher, forcément. Ça C'est clashera sûr. peut-être pas au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça clashera peut-être au bout de 2 ans, mais ça clashera. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Sauf si, entre guillemets, tu enjolives quelque chose que tu sais qui est en train d'évoluer chez toi pour pouvoir dire, bon, écoute, voilà, je dis n'importe quoi. Tu dis à quelqu'un, bah, écoute, je suis quelqu'un de ponctuel alors que c'est pas le cas, mais que tu sais que tu es en train de faire un travail sur toi-même pour pouvoir le devenir, tu vois. C'est factuel, tu sais que tu vas potentiellement y arriver parce que tu vas faire des efforts. Donc, ok, tu peux très bien l'enjoliver. Mais si tu es quelqu'un qui foncièrement, en fait, n'a aucune conscience du côté temps et pour lequel ton esprit n'est pas conçu comme ça, parce que c'est une conception de l'esprit, hein, ton esprit n'est pas conçu comme ça, c'est très bien que tu vas renfrogner dans un premier temps comment dire, ton être, ton toi profond, et tu ne pourras pas le faire à long terme. Donc, ça veut dire que Ouais, tu bien sûr. reviendras à un moment donné où ça marchera pas. Et si tu arrives dans une entreprise qui est calée en mode, comment dire, train allemand, tu vois, ça peut fonctionner, quoi. Tu vois. Ça marchera pas. Ouais, bah, vraiment une vision que je trouve passionnante. C'est pas l'angle qu'on a choisi pour aujourd'hui, mais je voulais en parler parce que je te rejoins dans cette vision. Et si tu crées un jour une API, je viendrai déverser mes datas de ce que je fais moi avec les entreprises dans, dans Hawk parce que je trouve ça ouf. Avec plaisir. Euh, euh, Notre sujet aujourd'hui, c'était la mobilité interne, c'est de s'appuyer sur ton expérience de la mobilité vue par l'entreprise. C'est-à-dire, toi, tu fais du conseil aux entreprises. Tu as une expérience auprès des RH, donc ton top 5, il est surtout sur comment des RH peuvent faire en sorte que les mobilités soient effectives, efficaces et tout dans leur boîte. Et notre petit tour de passe-passe aujourd'hui, c'est d'essayer de transposer ça sur un collaborateur, une collaboratrice qui se dit bah, comment je peux m'appliquer des bonnes recettes B2B à moi qui suis un particulier, un pro, quoi. Enfin, un travailleur. Par où tu aurais envie de démarrer sur ces conseils de mobilité? Moi, en fait, on a déterminé à peu près 5 points, tu vois, pour améliorer la mobilité interne ou pour travailler la mobilité interne d'une entreprise. Chaque Ok, point est transposable, en fait, entreprise collaborateur. On l'a vu quand ok, on a parlé de marque employeur ou quoi, de toute façon, quoi qu'il se passe, l'entreprise et le collaborateur, c'est la même chose. C'est
d'ailleurs, c'est tout le problème, hein. En gros, aujourd'hui, dans le monde du travail et dans le monde au global, c'est un problème de communication. Au final, les entreprises, les candidats et les entreprises et les collaborateurs ont le même objectif. C'est juste que la perception pour y arriver, en fait, elle n'est pas la même. Donc, c'est principalement un problème de communication. Donc, aujourd'hui, quand on va parler des différents points pour travailler la mobilité interne, on va parler d'un, l'angle d'approche peut être différent, mais la finalité est la même. Donc, si Ok. tu prends les cinq, je t'ai répertorié 5 points. Euh, le premier, c'est pour moi, une entreprise pour travailler sa mobilité interne, elle doit avoir une bonne politique RH. C'est un truc de base. C'est-à-dire que ce qu'on appelle par politique RH, c'est une bonne considération de ses collaborateurs pour pouvoir leur apporter un environnement global qui soit satisfaisant. Ouais. Qu'on parle d'un point de vue salarial, d'un point de vue QVT, d'un point de vue sens ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est important. Et du point de vue collaborateur, c'est exactement pareil. Pourquoi penser mobilité? Pourquoi penser Mhm. même intégration si tu parles d'une entreprise qui ne correspond pas, en fait, à ta politique ou à ton mindset, à ton culture fit, à ton ADN? Ça ne pourra pas marcher. Clairement, ça ne pourra pas marcher. Donc, aussi bien les entreprises ne peuvent pas travailler la mobilité interne si elles n'ont pas assis comment dire, cette politique globale et cet ADN, cette culture fit et ainsi de suite, aussi bien le candidat ne pourra pas se retrouver dans une entreprise qui ne le fait pas, donc n'aura aucun intérêt d'évoluer. Tu vois. Les Ouais. chemins sont complètement croisés à ce niveau-là. Tu vois. Mais c'est la base. Et après, de ça, il faut aussi bien comprendre que ce soit d'un côté ou de l'autre, qu'il y a de tout pour tout le monde. Exactement de la même manière, si tu reviens sur les rencontres amoureuses, il y a de tout pour tout le monde. Les entreprises qui cherchent à tout prix à séduire tout le monde, c'est une énorme erreur. Parce qu'elles vont attirer des gens sur des aspects qui seront pas durables. Donc forcément, la culture fit, à un moment donné, va s'effriter. Et de la même manière, les candidats qui veulent absolument postuler à tout un tas d'entreprises, Ouais. c'est une grossière erreur. Parce que ça veut Mhm. dire qu'il y a un moment donné où ça cassera, tu vois. Alors oui, c'est compliqué. Je suis complètement d'accord. Il y a des gens qui sont, à un moment donné, tu vois, faut pas oublier qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Il y a des gens doivent bouffer, il y a des gens qui doivent travailler. Donc, à un moment donné, tu dois accepter certaines choses. Mais dans la mesure du possible, si tu es assez proactif et si tu es assez un peu précoce, enfin, pas préventif, mais tu travailles un petit peu en prévention, en prévision, logiquement, tu es quand même censé trouver des boîtes qui sont censées être dans ton ADN ou dans ta culture fit. Et je pense que c'est primordial. Tu vois, c'est vraiment primordial. Et de temps en temps, à partir du moment où ton salaire est convenable, hein, à partir du moment où tu as de quoi vivre, hein, bien évidemment, la culture, pour moi, l'ADN doit passer avant tout le reste. Mhm. Parce que même si tu as une boîte qui te paye mieux, ta culture et ton ADN, en fait, c'est ce qui va faire que tu vas te lever le matin avec plaisir. Il y a un moment donné, l'argent, ça suffit pas. Non. C'est nécessaire pour vivre correctement, mais c'est pas le moteur de la vie. C'est pas la vérité. Sauf si, on est bien d'accord, hein, je remets toujours le bémol, à condition d'en avoir suffisamment pour vivre. On est complètement Oui, oui, d'accord. bien sûr. Là, Mais on est déjà sur, on parle d'une personne qui est pas en danger professionnellement, mais qui veut s'épanouir, quoi. exactement. Parce qu'on a toujours tendance, tu sais, on a toujours cette dichotomie, les gens te disent, ouais, mais tu comprends. On le sait, on parle d'un niveau qui est, on va dire, un niveau step 2, quoi. Bien évidemment que la première phase, c'est d'avoir de quoi bouffer. Et c'est aussi une des problématiques des gens au quotidien aujourd'hui. Mais quand tu as atteint ce niveau de salaire qui est convenable, après, vraiment, il faut s'épanouir. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas kiffer dans la vie. Et c'est exactement la même chose côté entreprise, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut donner suffisamment à ses collaborateurs, suffisamment d'argent pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et après, il faut bosser tout le reste. Parce que le salaire fera pas tout. Mais de toute façon, ce step 2 dont tu parles, il emmène au step 1. Moi, j'ai un nombre de clients colossal qui étaient dans des situations qui étaient bonnes. Vu que ça fit plus, ils se barrent, ils lâchent tout. Et parfois, pour être dans des situations réellement précaires. Malgré des diplômes, malgré des ci, des ça, des CV super, Mm. 2 ou 3 difficultés rencontrées sur le chemin, ça peut nous emmener vraiment dans des quasi-impasses où on finit par même se demander ce qui nous fera bouffer à la fin du mois, quoi. Donc, les deux Complètement. se rejoignent. Et là-dessus, si on illustrait juste un peu ce que tu dis, même si on a le timer et qu'on doit pas traîner, mais pour identifier des cultures fit, je sais pas, j'imagine t'as déjà des boîtes américaines, des boîtes européennes, des boîtes françaises, c'est pas la même histoire. T'as les boîtes full remote, t'as des boîtes où on sait qu'on sera jamais viré, d'autres où on sait qu'on sera bien payé. Comment tu vois le truc, toi, pour identifier ça, la culture d'une boîte? C'est pas dur, tu vois. Et ça va être de plus en plus facile dans les mois, années à venir. Il faut aller voir ce que la boîte dit, bien évidemment, parce que ça reste quand même une base de réflexion. Donc, il faut aller se renseigner sur elle, sur ce qu'elle fait et tout. Mais surtout, il faut aller se renseigner sur les collaborateurs. Et ce qui était un petit peu plus opaque il y a encore quelques temps,
depuis quelques mois, années, LinkedIn a permis justement cet aspect-là. Glassdoor existe, c'est bien, les sites de notation, c'est bien, mais comme on le sait, tu as deux options, tu vois, sur ces sites-là. C'est comme les TripAdvisor et compagnie, c'est à 90% ceux qui sont pas contents qui vont aller donner leur avis et ceux qui le sont le font pas. Ou ceux qui vont donner leur avis positif, généralement, c'est des gens qui ont été poussés par la boîte pour donner leur avis positif. Donc, ok, c'est de la même manière que tu vas regarder l'ADN de l'entreprise dans sa marque employeur globale, tu peux aller regarder ça, mais il faut savoir faire un équilibre entre les deux. Mais ce qui marche aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de collaboratrices, collaborateurs qui prennent la parole en fait au sein de ces entreprises. Le travail de l'employé advocacy que les gens poussent et que les entreprises poussent. Alors oui, on peut dire que c'est un petit peu policé. C'est pas complètement faux, mais les gens principalement conservent quand même une indépendance dans leurs propos. Donc, aller se renseigner auprès des autres collaborateurs, voir comment ils vivent, voir leur quotidien, voir ce qu'ils proposent, voir ce qu'ils prônent, voir ce qu'ils avancent, ça te permet quand même pas mal de te projeter et Ouais. de voir un petit peu le culture fit de l'entreprise, clairement. De toute façon, tu prends un café avec n'importe qui dans n'importe quelle boîte, il te répondra la même chose que ses collègues sur qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est pas cool dans la boîte. Ça, c'est sûr. 95% de chances que ça soit Ouais. le cas. Yeah, donc, premier point, je t'ai coupé au Bonne vol. politique RH. Vas-y. Deuxième Vérifier si point. dans ta, ouais, ou vérifier si ta boîte, t'es pas juste, t'as pas, ouais, si t'es dans une boîte qui est, avec qui tu fites, quoi, déjà, du coup. Ouais, exactement. Côté collaborateur. OK. Ouais. Deuxième point, c'est savoir d'où on part. Quand tu veux travailler ta mobilité interne, que ça soit, encore une fois, côté entreprise ou côté collaborateur, il faut savoir d'où tu pars. Quand tu es côté entreprise, en gros, tu fais ce qu'on appelle, tu fais deux choses. Tu fais référentiel métier. C'est-à-dire que tu crées tout un référentiel autour de tes métiers pour connaître l'ensemble des compétences qui composent chaque métier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu fais une cartographie de ces métiers-là. Donc, ça te permet d'avoir une vue globale d'ensemble, d'où ton entreprise part et d'où ton entreprise. C'est hyper OK. important parce que comment tu veux travailler de la mobilité si tu sais pas d'où tu viens? Tu vois, c'est impossible. C'est un petit peu comme si tu disais, bah écoute, je veux aller ici, tu vois, je veux aller à tel endroit. Ok, très bien, tu vas aller à tel endroit, mais tu pars d'où déjà? Oui. Bah, écoute, je sais pas. Donc si tu veux aller à Paris, mais que tu sais pas d'où tu pars, si tu sais pas si tu pars de Bordeaux, si tu pars de Marseille, si tu pars de Lyon, bah, ça va être problématique parce que tu vas pas prendre la même route, le même chemin. Donc tu pourras pas savoir. Donc, il faut toujours savoir d'où tu pars. OK. Côté collaborateur, c'est exactement pareil. Tu veux travailler ta mobilité interne, tu te poses des questions et tout. OK. Mais sache déjà d'où tu pars toi-même en tant que collaborateur. Qu'est-ce que tu as comme compétences? Qu'est-ce que tu as comme expérience? Mais réellement, hein, vraiment, il faut se poser. Parce que souvent, tu as tendance à dire, oui, moi, je sais faire ci, ça, ça. Mais si jamais tu vas creuser un petit peu, tu te fais une sorte de découverte commerciale avec une personne, tu vas dire, mais est-ce que tu as fait ça dans ta vie? Est-ce que tu as fait ça? Tu dis, tu sais faire ça, mais tu l'as fait pendant combien de temps? Est-ce que ça fait longtemps que tu l'as fait? Est-ce que ça fait pas longtemps que tu l'as fait? Est-ce que tu es encore au fait du sujet? Pose-toi toutes tes questions pour avoir ton team mapping de compétences à toi propre et dur, tu vois. C'est un peu comme, je sais pas de quelle génération t'es, mais en gros, je sais pas si t'as suivi des Friends ou quoi que ce soit, la série. Ouais, vite fait, Mais ouais. il y a un épisode de Friends dans lequel, en fait, Joey a son CV d'acteur et il a toute une liste de ce qu'il est censé savoir faire derrière. Et au final, au bout d'un moment, bah, il barre, il coche des trucs parce qu'il sait pas tout faire. Il se recentre sur l'essentiel. Et oui, effectivement, il faut te recentrer sur l'essentiel. Pourquoi? Parce que ça te permettra de savoir où est-ce que tu peux aller. C'est toujours pareil, tu peux pas savoir où tu peux aller si jamais tu sais pas d'où tu pars. Et ça veut pas dire que tu vas te voir te bloquer, ça veut pas dire que tu vas pouvoir te mettre des barrières, ça veut simplement dire que tu verras le chemin qu'il y a à parcourir. Tout le monde peut tout faire, peut aller où il veut. Évidemment, si jamais demain tu me dis, Alban, écoute, moi j'aimerais bien être astronaute dans la vie, je te dis, bon, écoute, il est un peu tard pour être astronaute là, ça va être compliqué maintenant, tu vois. C'est pas que t'es vieux, mais forcément, avec les études que tu as à faire et compagnie, ça va devenir compliqué. Mais en dehors de choses un petit peu extrêmes comme ça, tout le monde est pratiquement capable de faire ce qu'il veut, à condition de savoir comment y aller. Et ben, c'est pareil pour les entreprises, tu vois. Les entreprises sont complètement capables d'aller là où elles veulent, à partir de ce moment où elles savent d'où elles partent et le chemin qu'il y a à parcourir. Le parallèle est vraiment conséquent. Et donc, Hmm. du coup, comment dire, c'est vraiment de savoir d'où on part. Ça, c'est le premier point. Et donc, Ensuite, vas-y, ça vas-y. sous-entend une petite introspection sur les compétences qu'on a en gros et sur les appétences aussi enfin, sur d'où je pars en termes d'intérêt, de ce qui m'anime un peu, de ce que j'aime bien faire, etc. quoi. En fait, tu as la chemille ouvrière entre le point 2 et le point 3. Le point 3, c'est savoir où tu veux aller. Tu vois, Ok, savoir où tu veux ok, aller, c'est hyper important de savoir où tu veux aller. Quand tu es dans une entreprise, tu veux travailler de la mobilité interne, c'est bien. C'est bien de travailler ta mobilité interne. Mais au final, si tu sais pas où tu veux aller,
bah, ça sera problématique parce que du coup, tu vas pas forcément prendre les bonnes personnes pour les bonnes choses. Tu vas peut-être te dire, bah tiens, telle personne, je vais la faire passer de tel job à tel job, mais ça se trouve, ce job-là, demain ou dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, demandera d'autres compétences. Et peut-être que la personne que tu as fait passer aujourd'hui de ce job-là à ce job-là, bah, elle sera peut-être pas du tout faite pour ce job-là de dans 5 ans. Elle sera faite pour ce job-là de 2024, pas de 2029. Et donc, du coup, ça veut dire que tu n'auras aucune prévision. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas exactement où tu vas aller. Donc, tu auras fait la mauvaise mobilité, tu vois. Et Ouais, c'est problématique et pour la personne parce que ça va être déceptif à terme, et pour l'entreprise parce que tu vas avoir besoin de refaire de la mobilité. Donc, il ouais, faut toujours savoir où tu vas aller. Une entreprise, là, c'est un petit peu ce qu'on appelle le strategic workforce planning, tu vois. Une base du strategic workforce planning, c'est le fait de se dire, je sais où je suis, je veux savoir où je vais aller. Une entreprise, c'est plus d'un point de vue business au départ. Elle se dit d'un point de vue business, je vais être là dans 2, 3, 5, 10 ans. Et si jamais je veux être là dans 2, 3, 5, 10 ans, quelles sont les compétences humaines que j'ai besoin d'avoir pour être là dans 2, 3, 5, 10 ans? Et de fait, tu fais tout ton parcours au milieu de tout ça. Tu sais d'où tu pars, tu sais où tu vas. Tu n'as plus qu'à créer les chemins entre les deux. Côté collaborateur, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut savoir où tu veux aller. Mais où tu veux aller d'un point de vue, et là je rejoins ce que tu disais, je prends la perche que tu as tendue, mais c'est là où tu veux aller d'un point de vue professionnel, d'un point de vue humain, d'un point de vue émotionnel, de tous les points de vue, il faut que tu saches où tu veux aller. Et c'est là en fait où tu peux faire, donc ce que tu as déjà fait apparemment dans un podcast, tu peux faire ton ikigai. Pourquoi? Parce que ton ikigai répond à plusieurs questions qui est tu dois trouver ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es compétent, ce pourquoi le monde pourrait te payer. Et j'ai plus le dernier, c'est, enfin, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais c'est un bon. truc de moi Euh, également. donc, en gros, tu as ces 4 aspects-là. Et l'ikigai correspond réellement à savoir d'où tu pars et savoir où tu veux aller. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, il te dit où est-ce que tu peux te centrer, tu vois. Donc ça, il te dit où est-ce que tu peux te centrer. Il te donne pas le chemin à parcourir, mais il te dit où est-ce que tu peux aller par rapport à ce que tu représentes. Et ça, pour un collaborateur, c'est primordial. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir de la mobilité interne ou vouloir envisager des parcours de carrière ou une vie si tu ne connais pas réellement ton zénith, en fait. Ton Ouais. zénith de parcours de vie. C'est pas possible. Et là, tu touches un point chaud parce que Mmh. une grande partie d'entre nous, n'est pas en mesure de définir où elle va. Tu vois, que tu me disais que tu avais envisagé de veto quand tu étais gamin. Au Ouais. final, tu fais quelque chose qui n'a rien à voir et tu n'aurais pas été en mesure de dire ça il y a 30 ans. Euh, et c'était justement l'objet de notre échange avec Gladys qui nous a mis en contact, qui amène une méthode. Je fais juste une petite digression parce que tu vois, je vois le point, mais il n'est pas toujours applicable, je pense. Il y a vraiment des gens qui fonctionnent à l'opportunité. Et quand c'est comme ça, ce que disait Gladys, ça rejoint ce que tu disais. En gros, est-ce que c'est une histoire de lifestyle, de REM? Quand tu sais pas où tu vas en termes de compétences et en termes de projet pro, tu peux savoir où tu vas financièrement, géographiquement, en termes de lifestyle, en termes de famille. Et c'est déjà ça, en fait. Ça peut être de construire là-dessus, quoi. Tu as plusieurs étapes à construire. Après, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. C'est pas parce que t'as pas un endroit à un instant T sur lequel tu peux te sentir bien que tu peux pas te dévier du chemin. C'est Ouais, pas ouais. forcément, c'est pas forcément, tu vois, incohérent, tu vois. Il y a pas des choses qui vont pas forcément. Tu vois, c'est une globalité. L'ikigai, t'es quand même sur un concept un petit peu plus philosophique que factuel, tu vois. Et ce concept philosophique, il est important parce que du coup, tu peux te diriger dans plein de chemins différents au milieu de tout ça. Et ça, c'est quelque